l'Allemagne, du côté allemand, on a l'impression que l'Allemagne a gagné. Si oui, sur quel dossier? Est-ce qu'elle a perdu? Si oui, sur lesquels? Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur ces points de convergence et de divergence entre France et Allemagne sur ce budget? Volontiers. Je crois qu'on parle de sujets rétrogrades frileusement. Et j'aimerais rebondir en fait sur une phrase de Jean-Louis Blanco. Il faudra un grand courage politique, et la discussion budgétaire de cette année montre en fait qu'on en est très très loin. Le budget européen, c'est la partie visible de l'iceberg. En fait, on parle de 1% du PIB, on ne l'a même pas atteint. 1% du PIB, c'était le montant du budget du gouvernement fédéral américain en 1932. Aujourd'hui, le budget fédéral américain fait 24-25%. Donc le chemin à parcourir entre ce dont on parle tellement, l'Europe, et la réalité, c'est 1932 aux États-Unis. Premier point. Deuxième point, ce qui constitue le budget européen, ce sont en fait les sujets des années 60. Le budget reste essentiellement consacré à la question agricole et aux questions des fonds structurels qui absorbent 70% du budget. 70% du budget européen pour des sujets qui concernent 2% de la population. Deuxième sujet, il est vrai que lors de cette négociation, c'est le point d'espoir, on a réduit la part relative de la PAC et des fonds structurels de l'ordre de 10%. Ça fait maintenant 70%, juste lors du dernier plan quinquennal, c'était 77%. Cette réduction a profité à des sujets qui sont des sujets d'avenir, où tous les États européens doivent aller de l'avant, la recherche et le développement, l'éducation, considérée comme essentielle lors de la stratégie de Lisbonne. L'Europe veut être championne internationale, notamment en mettant un point sur recherche et développement et éducation. Recherche et éducation, plus éducation, font un quart des dépenses européennes pour l'agriculture. Donc on est extrêmement loin de nous consacrer au niveau européen le sujet de la visite. C'est la partie visible de l'iceberg, et ça me conduit en fait au deuxième sujet qui me paraît disparaître de plus en plus de l'opinion française, de l'opinion publique française. C'est pourquoi est-ce que l'Allemagne exige tellement qu'il y ait rigueur budgétaire. Ce n'est pas du tout pour faire du bashing anti-français. L'Allemagne, en 2002, avait exactement la même part d'État que la France aujourd'hui, consacrée au financement public, 56%. En 2002, l'Allemagne était à 56%, la France aujourd'hui est à 56%. Face à ces 56%, l'Allemagne, à l'époque considérée comme l'homme malade de l'Europe, était obligée d'agir. Elle avait l'unification à financer. L'unification, c'est 300 milliards uniquement au titre des infrastructures, et c'est grosso modo 100 milliards chaque année pour compenser le manque de paiement dans les caisses de retraite à l'Est. Chaque année, 100 milliards. Malgré cela, malgré cet effort que la France n'avait pas à subir, en 2005, le budget allemand était à l'équilibre. Et les critères de Maastricht s'avèrent très justes. Le budget était à l'équilibre, intervient une crise, le déficit glisse à 3% et permet de revenir quelques années plus tard à l'équilibre. Et l'Allemagne aujourd'hui est à un équilibre budgétaire et est en passe de réduire son endettement. La France, en entrée de crise, était à 2,7% de déficit. La crise intervient, elle dérape, et elle a beaucoup de mal à tenir 4,5% en 2012. Les 3% avec des objectifs de croissance auxquels plus personne ne croit, en fait, sont probablement très difficiles à réaliser si on ne fait pas véritablement la conversion à l'économie de marché que le SPD a fait en 1959. Et je crois que
la reconnaissance de l'économie sociale de marché par le camp de gauche en France est plus impératif que jamais. Et je ne crois pas que des annonces comme nous allons faire adopter une loi interdisant les fermetures d'usines vont dans la direction d'une bonne compréhension d'économie sociale de marché. 2002, Schröder au gouvernement, c'est un social-démocrate qui adopte les mesures Agenda 2010 qui finalement ont conduit à la flexibilisation du marché du travail et toutes les conséquences dont on a parlé dans la table ronde précédente. Ce n'est pas un conservateur libéral, c'est Gerhard Schröder, le chancelier social-démocrate, qui fait adopter ces mesures. Et troisième point, et je m'arrêterai là, réformes de structure indispensables qui vont bien au-delà de ce qui est fait actuellement. Pourquoi est-ce urgent? Parce que je crois qu'il y a un cocktail explosif dont on n'a peut-être pas vraiment conscience en France, ou dont on fémine de ne pas avoir conscience. Les agences de notation et les investisseurs institutionnels. Il suffit d'une étincelle pour que ce qui a été considéré comme totalement indolore au cours des derniers 12 mois devienne tout à coup quelque chose qui ressemble à une contrainte externe extraordinairement forte. Je veux dire par là, les taux d'intérêt. On a cru que finalement, toutes les mesures, qui étaient plus des mesures de dépenses que de recettes, et donc avec une invisibilité d'équilibre budgétaire par les marchés, finalement les marchés s'en fichaient parce que la France était du bon côté, empruntée même à taux négatif, et que le taux d'endettement, le niveau d'endettement n'était pas un véritable problème parce qu'on se refinançait à bon compte. Ça peut basculer du jour au lendemain, et il suffit d'une petite étincelle. Et cette étincelle peut s'appeler Berlusconi en Italie, élection de Berlusconi en Italie, ou peut s'appeler tout simplement provisionnement pour les encours de shipping qui vont se traduire par des milliards de provisionnements supplémentaires qui peuvent mettre à mal l'une ou l'autre pan du secteur bancaire. Voilà en deux mots les trois points que je souhaitais.